Salut à toutes et salut à tous. On se retrouve pour le premier hors-série de la saison 2 de Chapitre Sportif. À l'heure où ce hors-série vous sera livré, la NBA aura débuté depuis 3 semaines exactement. Pour rendre hommage à l'une des ligues les plus iconiques du sport mondial, qui mieux qu'Enzo Derrick, aka Locked In, coach et passionné de basket, pour nous présenter son rapport à la lecture, au coaching, et on fera bien évidemment un petit détour de l'autre côté de l'Atlantique. Enzo, comment vas-tu? Eh ben bonjour, ça va, super, merci, merci de l'invitation et très content d'être là pour ton hors-série. Super, ben merci à toi d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Et avant de démarrer l'échange, appuyez sur pause et si ce n'est pas déjà fait, suivez-nous sur X, chapitre sportif tout attaché et au singulier, ainsi que sur votre plateforme de streaming préférée. On est sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, SoundCloud et même YouTube. Tous les liens sont disponibles sur notre Linktree, repris dans notre bio sur X. N'hésitez pas à envoyer également les fameuses 5 étoiles et le petit commentaire qui va bien pour augmenter notre visibilité et permettre à l'algorithme de nous faire grimper dans le classement de la catégorie sport. Le petit temps mort auto-promo touche à sa fin. Enzo, peux-tu te présenter aux auditrices et auditeurs s'il te plaît? Eh ben comme tu l'as dit, bah, moi c'est Enzo Deric, je suis passionné de basket avant tout. Donc dans mon activité quotidienne, il y a mon travail déjà qui est coach de basket, en train de passer mes diplômes et de me professionnaliser petit à petit. Et à côté, mon compte Twitter, LogDinFR, sur lequel je parle, de tout et de rien, mais surtout de basket et avec qui, voilà, je partage ma passion, avec lequel je partage ma passion du basket, c'est auprès de tout le monde, en parlant, en faisant des blagues, en rigolant un peu de l'actu et voilà, sans jamais trop se prendre au sérieux, mais toujours là pour parler un peu de tout. Très bien. Et au niveau du coaching, est-ce que tu peux nous présenter un peu les catégories, enfin la catégorie dans laquelle tu officies, quelle catégorie d'âge tu encadres et comment t'en es venu à te dire, bah, vas-y, je vais prendre ma tablette Velleda et puis je vais poser des systèmes. Eh ben déjà, ce qui est bien, c'est que j'ai coaché absolument toutes les catégories. Ça fait à peu près 10 ans que je coach aujourd'hui et j'ai fait toutes les catégories de U9 à senior. J'ai coaché jusqu'en N3 pour l'instant, ce qui est déjà pas Ouais, mal, donc beau très, très niveau, hein, content de quand ça. même. Ouais, ça commence à être, bah, c'est championnat de France, donc en vrai, ça commence déjà à être un basket un peu sérieux, donc ça va déjà très content. Mais sinon actuellement, je suis beaucoup plus, sur ce qu'on appelle la préformation, donc ça va de U9 à U13 et concrètement, je suis dans tout ce qui est, m'assurer à ce que les enfants jusqu'à U13 aient toutes les bases dont ils aient besoin pour après les envoyer, vers des centres de formation ou des clubs, formateurs vers le haut niveau. Donc voilà, je suis, on va dire, le premier rouage, du mécanisme basket. Parfait. Et au niveau des, on va dire des catégories, vu que tu as une palette qui est hyper large, c'est laquelle qui t'a donné le plus de plaisir et celle qui t'a donné le plus de fil à retordre? Bah, le plus de plaisir et de fil à retordre, ça va un peu ensemble parce que c'est la N3 du coup. Parce que, bah, déjà plaisir parce que c'est du basket, du vrai basket quoi, où faut vraiment penser basket, réfléchir basket, dans l'élaboration des séances, dans tes approches des matchs, dans le scouting. Voilà, c'est là où tu commences vraiment à faire du scouting, à faire un petit peu de vidéo et cetera. Mais également beaucoup de fil à retordre parce que, forcément quand tu es dans du vrai basket, ceux que tu coaches ont des attentes auprès de toi. Donc voilà, il y a une certaine forme de pression, il y a une certaine forme de comment dire? Tu dois être légitime d'être là. Donc il y a ce côté-là un peu au revers de la médaille où toi-même tu te dis: «Est-ce que je peux vraiment être là?» Mais sinon, si on prend, dans ma spécialisation qui est la préformation, bah, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé coacher en U11. Je pensais pas du tout que ça allait être quelque chose que j'aime autant. Mais voilà, arriver avec des enfants de 9 et 10 ans et voir de semaine en semaine leur progression
C'est sensation incroyable, c'est plaisir incroyable et à ces âges-là, c'est les petits, c'est des éponges, donc ils apprennent très, très vite. Donc du moment où toi, tu es investi et tu as envie de bien faire, ils vont suivre le rythme et c'est hyper gratifiant. Très bien. Et notre podcast, il est dédié à la littérature sportive de base. Et Mmh. on essaye, au travers ces hors-séries, de voir un peu ce que la lecture, ça peut apporter aux personnes qu'on reçoit dans leur cheminement pro Mmh. et perso. Toi, ton rapport à la lecture, il a été comment depuis petit jusqu'à aujourd'hui? Beh, déjà, là, il a été assez varié dans les styles, en passant de manga, de BD, de romans, de tout ce qu'un enfant de bah, j'ai 25 ans, donc voilà, les mangas, ça a vraiment eu le pic de popularité, pile à mon enfance. Donc déjà, dans la littérature, moi, j'inclus les mangas parce que c'est de la littérature à part entière à mon sens et j'ai beaucoup été bercé par ça. Mais voilà, à partir de mes 14 ans quand même, plus, également vers les romans et la littérature un peu plus classique. Donc j'ai vraiment, cette palette-là littéraire, sachant que j'ai fait un bac littéraire en plus. Donc voilà, j'ai un peu touché à tout, grâce à ça et moi la littérature, ça a toujours été un moyen un peu de me renseigner sur moi-même. En fait, quand je lis, j'essaie toujours de faire des échos, sur moi-même par rapport à des situations que je vis, des pensées que je partage avec certains personnages, pour aller voir en fait, les personnages auxquels je m'identifie, à mon sens, c'est des possibles solutions que je peux moi-même utiliser dans ma vie et en fait, ça m'aide à me dire: «OK, ce personnage-là, il a rencontré telle situation qui est semblable à la mienne, il a choisi telle solution, ça s'est terminé comme ça». Et j'essaye un peu d'appréhender ce qui peut se passer dans ma vie, ce à quoi je peux m'amener, à penser, à être, pour voilà, essayer de me projeter et mieux me retrouver dans moi, envers moi-même. Très bien. Et au niveau aujourd'hui, actuellement, avec ta profession et tout ça, est-ce que tu as le temps de lire actuellement? Et si oui, quel est le dernier livre que tu as pu lire? Alors, est-ce que j'ai le temps de lire? Assez peu finalement parce que dans le sport, les heures sont très étalées dans la journée. Je peux commencer à midi, finir à 23h. Donc c'est assez compliqué de trouver le peu de temps libre que tu essayes de bah, surtout quand tu habites seul, de t'occuper de ton appart, faire les courses, faire les Mmh. papiers quand tu as besoin et cetera. Donc ouais, il y a peu de temps libre. Mais quand j'étais en N3, du coup, pendant les déplacements, je lisais beaucoup parce qu'on a des déplacements de 2 3 heures. Donc tu comptes l'aller-retour, ça peut faire 6 heures dans la journée de voiture. Donc là, on a du temps libre en soi et surtout avant les matchs, on essaie un peu de penser à autre chose, décompresser. Donc la lecture, j'ai beaucoup lu à ce moment-là, mais c'est vrai que dernièrement, j'ai un peu moins de temps, mais j'arrive toujours à trouver 10 15 minutes, par-ci par-là pour, feuilleter des pages et le dernier livre que j'ai lu récemment, c'était «L'ignorance» de Milan Kundera. D'accord. Et ça parle de quoi, Bah, un peu comme beaucoup de romans de Kundera, c'est compliqué de savoir exactement de quoi ça parle tellement c'est, un comment dire? C'est un bouquet de personnages qui vont chacun avoir, leur personnalité, leurs égos, leur manière d'être et ce qui est très particulier avec Kundera, c'est qu'il exprime un peu des idées philosophiques au travers de ses personnages. Donc OK. c'est en fait, c'est vraiment des personnages et donc des idées qui vont se croiser, qui vont vivre ensemble, qui vont avoir des relations, peu importe la nature de la relation et du coup, ça va créer des questionnements autour des différentes mentalités et philosophies des personnages. Et du coup, comme je disais, ça rejoint l'idée d'introspection que j'ai, envers la littérature. Très bien. Et rayon sport, est-ce que c'est quelque chose qui t'attire, ou quand tu lis un bouquin, tu te dis, «Non, Ah ça j'en ai assez bouffé dans la semaine», non, parce oui. qu'il y a toujours des choses intéressantes. Je trouve que dans le sport, par contre, la littérature sportive est ultra variée aussi. On peut Mmh. partir de l'autobiographie, comme du roman, sportif de base, du manga, sportif. On peut même partir sur des livres théoriques du sport. De comment j'ai envie de dire même des livres philosophiques du sport, sur comment penser le sport, comment vivre le sport, comment le pratiquer. Donc je trouve que ce qui est bien avec la littérature sportive, dans le grand sens du terme, c'est que c'est varié par rapport à ce dont tu as besoin et ce que tu aimes. Mmh. Par exemple, j'avais lu, une biographie de Kobe Bryant quand j'étais au lycée
et ben c'était super enrichissant sur justement le développement de son mindset à lui, de comment il voyait le sport, comment il faisait pour mettre le sport au centre de sa vie, tout en ayant une vie de famille et cetera. Donc non, c'est des trucs intéressants comme, moi mon manga sportif préféré, c'est Inazuma Eleven et j'ai énormément, regardé et lu Inazuma Eleven et c'était génial aussi et c'est pas les mêmes attentes et pourtant ça apporte énormément de choses. OK, nickel. Et là, tout à l'heure, tu nous as parlé un peu de ta l'amplitude horaire que ça peut Mmh. avoir ton activité. Si on élargit un peu la focale et que si tu peux nous décrire un peu ta semaine type, comment tu prépares, ben, tes entraînements, la rencontre et ben, derrière après la récup et quelle est ta semaine type à peu près? Alors ma semaine type, sachant que, selon les catégories qu'on entraîne, c'est pas du tout les mêmes constructions de semaine. Là, c'est cette saison, je ne suis qu'avec des jeunes, donc on je suis vraiment dans la formation pure et pas forcément dans comment dire? Le résultat et l'envie de gagner nos matchs à tout prix. Donc, on va marcher sur des cycles. Par exemple, là, actuellement, je suis sur un cycle, contre-attaque où, nos entraînements sont à 90 basés sur des exercices et des mises en situation de jeu rapide. Donc du surnombre, de la sortie de balle, et tout ce qui va avec donc du coup, ce la planification des séances, elle se fait assez rapidement parce que le thème est récurrent. Donc, j'ai déjà les exercices en tête, j'ai déjà les caractéristiques techniques que je vais vouloir travailler. Mais par contre, ce qui va prendre plus de temps, c'est, tout ce qui est un peu, faut savoir que dans le club auquel je travaille, je gère également certaines choses, on va dire administratives, donc comme l'école d'arbitrage, plein de trucs comme ça. Donc, ma semaine type, c'est je vais commencer à 14 heures, je vais finir à 22h30 de 14 heures à 16 heures, 16h30, on va dire, je suis sur, bah, de l'administration, si on peut appeler ça comme ça. J'organise des tournois, je planifie, des séances d'arbitrage pour apprendre aux jeunes à arbitrer, plein de trucs comme ça qui peuvent servir à un club, mais qu'on voit pas forcément, au premier abord et à partir de 17h, je rentre dans des séances d'entraînement avec différents groupes, soit jusqu'à 21h, soit jusqu'à 22h30 et après les week-ends, par contre, c'est, rempli de matchs, rempli, d'entraînements également, parce que les petits s'entraînent également le samedi matin. Donc, voilà, le week-end, c'est beaucoup de terrain et où je peux avoir des tranches horaires de 9h à 22h selon les besoins et les matchs. Et avec cet emploi du temps assez chargé, il y a un peu de bande passante pour pouvoir, suivre la NBA ou c'est beaucoup de replay? Non, ben grâce à l'incroyable invention qu'est le café, j'arrive à suivre les matchs en direct, donc beaucoup de café, dans mon ADN, mais non, c'est un rythme, en fait, que j'ai depuis mes 16 ans quasiment. Bah, là où j'ai eu mon premier smartphone finalement, où j'ai pu suivre les matchs, en cachette, dans ma chambre à 3 heures du matin sur mon téléphone et voilà, depuis mes 16 ans, j'ai l'habitude de suivre les matchs en direct, de très peu dormir au final ou même d'avoir l'avantage un peu de travailler dans le basket, c'est que mes journées commencent à 14 heures, donc je peux très bien dormir, jusqu'à 10 heures, 11 heures du matin. Ça me fait mes 5 6 heures de sommeil et après j'enchaîne avec ma journée. Très bien. Et pour revenir un peu au côté, encadrement et coaching, dans le milieu amateur, enfin, au-delà de faire progresser les joueurs que tu as, enfin, à mon sens, tu dois aussi faire progresser les hommes de demain qui vont être. Évidemment, évidemment Et toi, quelles sont les valeurs que tu souhaites transmettre à tes joueurs? Alors, en premier lieu, c'est l'humilité. Leur rappeler qu'il y a 0,1 de chances qu'ils finissent, basketteur professionnel, que dans tous les cas, le basket, ça doit être vecteur de plaisir, de partage, d'effort, mais jamais, de là à empiéter sur ta vie, ne serait-ce qu'à l'école ou même avec ta vie de famille ou toutes les choses qui sont plus importantes comme ça. Donc avant tout, l'humilité. Ce que je dis souvent à mes petits, c'est que, tu peux être le plus fort de notre équipe, si je te mets dans une autre, tu es le plus nul de cette équipe-là. Donc voilà, déjà première des choses, l'humilité, le partage et la solidarité. Ouais, je fais souvent des entraînements un peu perso gratuits et ce que Mmh, j'aime souvent rappeler à ceux que j'entraîne comme ça gratuitement sur des workouts, c'est que là, je leur donne quelque chose. Je veux pas forcément qu'ils me le rendent à moi, mais il y a un jour dans leur vie, ce qu'ils ont reçu, ils vont devoir le rendre également.
Donc moi, c'est vraiment ces valeurs-là qui font partie du sport, au final, c'est l'humilité, le partage, la solidarité, le plaisir, le respect, de soi et des autres. Donc voilà, c'est moi, c'est sur ça surtout que je travaille, en collaboration évidemment avec les parents. J'ai la chance d'avoir des parents qui me font confiance à 100. Donc dessus, j'ai aucun problème, à «participer» entre guillemets à leur éducation. Et ça se passe très bien et les enfants ont pareil, les enfants et moi, on a une relation très très, très forte où on aime être ensemble, on aime faire du basket ensemble donc forcément dès qu'il y a ça, il y a tout qui va mieux. Oh, bah, très belle valeur et tout à ton honneur de partager tout ça et de transmettre tout ça. Au niveau des justement des parents, c'est l'un des fléaux, sur, le foot avec le projet Mbappé. Mmh. Est-ce que, vous êtes aussi frappés, vous, par ce «mal-là» entre guillemets avec le projet Wemby ou pas encore? Ça arrive petit à petit. Franchement, je vois des choses, je vois des choses vraiment dures à voir parfois, surtout, bah, comme je t'ai dit, moi je suis sur les petites catégories, donc de U9 à U13. Heu, et en U11, il a vu des parents où je me dis: «Mais ce parent-là est fou, il peut pas mettre autant la Mmh. pression sur son enfant, il peut pas être aussi, prendre autant de place dans un match U11 quand tu es un parent spectateur, c'est juste pas possible». Mais à mon sens, c'est, tout ce qui est projet Wemby et cetera, c'est certes un fléau des parents que certains parents entretiennent, mais malheureusement, il y a aussi énormément d'éducateurs, et d'entraîneurs qui entretiennent également ce vice-là par la volonté, de dire: «Ah ouais, moi j'ai formé tel joueur, regardez, je l'ai formé, Mmh. il est trop fort et ça». Donc ils vont également aussi essayer de mettre la pression, sur les enfants et il y a des clubs qui ont des manières de travailler où c'est juste pas possible et qui oublie justement que la base du sport chez l'enfant, c'est prendre du plaisir, progresser et avoir du respect et de l'entraide envers tout le monde. Donc c'est un problème, oui, qui arrive petit à petit dans le basket, moi que je vois de plus en plus en tout cas et qui fait peur, mais c'est pas juste les parents. Je sais qu'on cible souvent les parents, sur les réseaux, dans les médias et cetera, à juste titre, hein, mais je tiens aussi à dire qu'il y a un énorme problème, chez certains éducateurs également. Ouais, et il y a aussi des enjeux, financiers comme dans le foot avec, des petits, sujets on va dire de primes à la formation, de trucs comme ça. C'est à peu près le même business model chez vous ou rien à voir? Où le mec il essaye juste de se greffer en se disant: «Je m'attache au petit et puis peut-être qu'il me le rendra, si ça pète» entre guillemets quoi? Alors, c'est une très bonne question pour le coup, parce que moi je suis de Marseille de base. C'est ma troisième saison où je coach à Paris et j'ai jamais été aussi, frappé par le côté business du basket que depuis que je suis à Paris. Dans le sens où match U11, il y a des entraîneurs qui viennent regarder mes matchs. Pour ensuite aller parler à mes parents, essayer de scouter certains enfants, des enfants de 10 ans où ils essaient de faire du recrutement sur des enfants de 10 ans, tu vois? Ça c'est quelque chose qui se fait énormément à Paris parce que quand je l'ai partagé à certains collègues, ils m'ont dit: «Bah, ouais, c'est normal». Mais dans la tête, je me dis: «Mais comment tu vas dans un match d'enfants de 10 ans?» En plus, c'est pas des 10 ans, où c'est un niveau, de fou malade, c'est un niveau normal pour des enfants de 10 ans. Mmh. Oui, ils sont pas, en toute humilité, les enfants enfin, les équipes que j'avais en U11 faisaient partie des meilleures équipes de pareil U11. Dessus, il y a pas de souci. Mais c'est pas non plus, des extra cracks ou des mecs qui sont amenés où on dit: «Ah ouais, lui, c'est sûr, il va être pro». Non, pas du tout. C'est juste des enfants qui jouent au basket et qui comprennent certaines choses et voir autant de scouting, de recrutement, de pressing auprès des parents, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment choqué pour le coup, auquel, moi perso, je ne jouerai jamais à ça. Heu, Moi, un enfant à moi, il veut partir, bah, écoute, pars, je vais Mmh. pas quémander un enfant de 10 ans pour qu'il reste absolument, dans mon club. Ce que je dis souvent, c'est que j'ai pu former un enfant de 10 ans, donne-moi un enfant de 8 ans, je vais le former aussi pareil. Il y a pas de souci, sauf, effectivement, sauf si le mec c'est Wembayama, il fait 2 mètres à 10 ans, là, c'est pas le cas, c'est un enfant lambda donc voilà, à un moment donné, un enfant, tu le formes et il sera, tout aussi fort qu'un autre. Donc ouais, le côté business, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup, senti en région parisienne et qui fait un peu peur aussi, hein, franchement. Je comprends lorsqu'on parle d'enfants en U13 parce qu'en U15, ils commencent à avoir des championnats de France jeunes en U15. Donc je comprends que certaines équipes veulent faire leur recrutement pour amener ces jeunes-là en championnat de France, il y a pas de souci.
Et quand on parle d'enfants de 9 ans, 10 ans, j'ai du mal. Ouais, compliqué, compliqué. Et pour revenir aux valeurs que tu souhaites transmettre, quelles sont celles sur lesquelles c'est non négociable pour toi et si le gamin, on va dire, il rentre pas dans le moule, ça va être compliqué pour lui. Le respect, si à un moment donné, si tu pas de respect, autant pour toi-même, pour ton coach, pour tes coéquipiers, pour tes adversaires, ça va pas être possible du tout. Exemple tout bête, ben pareil, je pense qu'on a tous déjà vu des enfants, de 8 ans, trash talk sur le terrain, faire des signes de célébration et cetera à 8 ans. Mmh mh mh. Ah non, moi je ben, encore une fois, bonne question, parce qu'il y a pas plus tard que mon dernier match, avec les U9 que j'entraîne, cette année, j'ai un des petits, il marque un panier et il se retourne et il fait chute au défenseur derrière. Oh ouais. Ah mais je suis rentré sur le terrain, j'ai dit à l'arbitre: «Siffle» et je l'ai sorti. J'ai dit: «Mais, c'est impossible que tu me fasses ça sur un terrain. C'est tu te crois où?» Donc non, moi, c'est vraiment le respect et après, sans même parler si on peut revenir sur quelque chose un peu plus terre à terre avec le terrain, c'est la volonté d'apprendre. C'est la volonté de se dire: «Je ne sais rien, je dois apprendre». Un petit où je vois qui se pense trop fort ou qui est un peu, vraiment un truc tout bête, c'est les enfants, ça c'est plus chez les ados que chez les enfants. Mais, les ados qui remettent un peu en question, ce que le coach demande ou met en place, je veux dire, mon gars, tu as 13 ans, j'ai 13 ans de coaching, tu as 13 ans tout court. Je pense qu'à un moment donné, je pense savoir ce que je dis. Donc, ouais, moi, c'est lui, ouais, ça revient à de l'humilité finalement, donc ouais, respect et humilité. Et petite question pour rebondir sur ta réponse et la dernière Mmh. partie de ta réponse. Est-ce que, il y a un lien entre entourage et remise en question de ce que tu proposes ou rien à voir, c'est juste, le gamin qui a la grosse tête? Il peut avoir un lien. Totalement, un gamin qui justement va si, toute sa famille, tous ses potes lui disent: «Oh ouais, tu trop fort, oh ouais, tu vas aller trop loin, tu es trop fort». Mmh. Bah, forcément un enfant il peut y croire de plus en plus. Pareil, si, quand le gamin rentre à la maison, ses parents lui disent: «De toute façon ton entraîneur il est trop nul» et cetera. Bah, forcément, s'il entend ça tous les jours à la maison, il va un peu peut-être avoir moins de respect pour son entraîneur. Mais, c'est pas forcément lié. Il y a des enfants, qui peuvent, se faire un peu, saucer comme ça, mais qui vont rester très terre à terre et d'autres où ils ont besoin de rien ni personne pour, être des petits cons, hein, désolé de le dire comme ça, Mmh. mais il y en a d'autres, ils ont besoin de personne pour être, insupportables, hein. Donc D'accord, c'est lié, je suis d'accord avec toi que ça peut en faire partie, mais pas que. pas que, d'accord. Et au niveau de tes joueurs, est-ce que tu sais s'il y en a qui sont, portés sur, la lecture ou pas du tout? Ou c'est des sujets que vous abordez pas forcément? Bah, en vrai, si, quand même, parce que, moi, j'étais dans un club de quartier, à D'accord. Marseille et chaque trimestre, mon coach demandait les trimestres, les bulletins des joueurs. Parce que, il savait que mettre la pression au basket, sachant que nous, le basket, c'était toute notre vie. Bah, si tu remplis pas le contrat à l'école, au basket, tu joueras pas de match. Et bah, je te garantis qu'il y en a, ils faisaient le minimum à l'école juste pour dire: «OK, je joue les matchs le week-end». Donc il y a, comme j'ai été élevé dans cette mentalité-là, j'ai quand même un petit regard sur, voilà, qui suivent, qui respectent leurs parents, qui respectent leurs devoirs à l'école et cetera. Puis j'ai entre guillemets «la chance» d'entraîner, dans le 16e de Paris qui est réputé, quand même assez, Mmh. assez bobo. Où justement, bah, les parents eux-mêmes, espèrent, de grandes éducations et une grande réussite à leurs enfants, donc ils vont les pousser à la lecture, les pousser aux activités, extrascolaires, qui portaient sur l'éducation et cetera. Donc non, les enfants d'eux-mêmes, sont quand même assez curieux envers la lecture. De tout, encore une fois, des romans, pour enfants, des romans pour ados, comme des mangas, donc un peu de tout et donc ouais, dessus, franchement, mes petits, ils aiment bien lire, ouais. Et ça vous arrive de d'échanger sur les lectures ou toi, de proposer entre guillemets «des petites recos» en disant: «Ouais, ce serait bien que tu lis ça», Mmh, proposer des ro non, pas trop parce que j'estime que les romans que je lis, c'est pas encore des romans, sur lesquels ils peuvent poser leurs yeux. Pas qu'ils ne comprendraient pas, mais juste je pense ça les saoulerait parce que c'est des sujets, trop adultes, on va dire, Mmh. pour qu'ils comprennent ou qu'eux-mêmes ils arrivent à s'identifier à ça. Par contre, sur les lectures un peu plus adolescentes, genre Harry Potter, Hunger Games, des trucs comme Mmh. ça, oui.
on en parle parce que, bah, ce sont des lectures, intemporelles donc les enfants, même tu vois la série Harry Po il y a une série Harry Potter qui va sortir donc ça revient, Mmh. dans l'air du temps, ça va être de leur génération également, donc on en parle. Mais on parle aussi, beaucoup et énormément d'animés et de mangas parce que OK. pareil, ça devient intemporel donc on parle beaucoup de ça. Et l'un des dernières questions, pardon, sur la partie coaching, qu'est-ce que enfin, on va dire, on va la reformuler la question. Heu, Tu encadres des personnes Mmh. aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent de toi dans 10 ans, quand ils sont passés entre les mains d'Enzo? Enzo, il nous a donné, il faut qu'on sache, rendre, ce qu'il a pu nous donner. Encore une fois, pas à moi, mais aux prochaines générations. Tu vois, je me considère comme quand même un coach très investi. Je veux qu'ils se disent, qu'ils ont eu cette chance-là et qu'ils doivent la rendre à nouveau. Donc moi, je suis quelqu'un de très famille au sein des clubs, par lesquels je passe. Pour moi, faire partie d'un club, c'est faire partie d'une famille. Donc on va rester supporter, les autres, équipes quand ils jouent. On va aider, donner un coup de main à l'arbitrage, on va tout ça, quoi. Donc moi, si je serais vraiment fier qu'ils gardent cette mentalité-là et que dans 5 6 ans, ce soit eux, les moteurs du club finalement. Moi, j'ai aspiration à ce que les jeunes qui passent, par moi deviennent, des moteurs du club à leur tour. OK. Tu serais dans la transmission, Ouais, voilà, totalement, passage de témoin et voilà. exactement. OK, très bien. Tout à l'heure, tu as dit que, au niveau de tes lectures, ça a pu t'apporter, au niveau, personnel Mmh. et au niveau basket, est-ce qu'il y a des éléments qui t'ont, on va dire, aidé ou dans ton coaching? Bah, je pense indirectement. Pas forcément directement centré sur le basket, mais Mmh. dans ma comment dire? Dans ma gestion de la pression, ma gestion du rush, ma gestion même des relations parce que, être coach, c'est aussi gérer un vestiaire, gérer une Mmh. équipe et c'est pas toujours facile de confronter certains égos. Donc faut être un peu plus diplomate parfois, faut savoir, faire la part des choses et je pense que justement, le fait de lire tellement de personnages, tellement de personnalités et de les voir, ces personnalités-là confronter d'autres, ça m'a donné un peu un avant-goût de qu'est-ce que c'est la gestion des personnalités et je pense que dans ce rapport-là, à l'humain, effectivement, ça m'a beaucoup aidé, mais indirectement. Tu vois, quand je lisais, bah, par exemple, quand j'avais, 17 ans, j'ai lu, comment il s'appelle? Bah, attends, il est juste derrière moi. Les Faux Monnayeurs de André Gide. J'ai lu Les Faux Monnayeurs de André Gide, qui avait été prix Nobel de littérature à l'époque. Et bah, ce livre-là m'a énormément éduqué sur, justement, la personnalité, différente de chacun, comment chacun va vivre sa personnalité et comment ces personnalités-là vont se croiser et qu'est-ce que ça va créer, de ces croisements. Donc ouais, c'est beaucoup de livres qui indirectement m'ont appris, sur les rapports humains que je peux transposer, dans mon coaching, effectivement. OK, très bien et au niveau de toujours du coaching, on voit, moi je suis plus un basket X et je suis plus axé, Il en foot. faut, hein? Heu, Au niveau, football, on voit beaucoup surtout sur les coups de pied arrêtés, corner et coups Mmh. francs, des combinaisons de plus en plus, des blocs et ça s'inspire beaucoup du basket. Ouais, effectivement, Heu, Arsenal, maîtrise très bien voilà, ça. voilà, c'est ça, tout à fait. Toi, dans ton coaching, est-ce que tu t'inspires d'autres disciplines, dans tes exercices ou pas forcément? Parfois oui, heu, par exemple, moi j'ai un exercice, un peu ludique que j'appelle le basket rugby, où justement, les enfants doivent avancer en passe pour aller aplatir, la balle, dans l'en-but. Donc déjà, j'essaye un peu d'intégrer des règles, qui vont faire ressortir certaines qualités techniques précises, d'autres sports et parfois même, juste des fois on va faire, pour faire un entraînement un peu plus cohésion, un peu plus chill, on va dire team building, bah, ça m'est arrivé de dire: «OK les gars, aujourd'hui on fait pas de basket, on fait un foot» et OK. ça fait plaisir à tout le monde, ça change, les gars ils s'amusent, même certaines personnes, qui sont pas des têtes d'affiche de l'équipe, on va dire ça comme ça,
Bah, au foot, c'est eux les plus forts et du coup, ça les met un peu sur un piédestal. Ça rééquilibre un peu les rapports de force. Et récemment, j'essaye de mettre en place, comment dire? Des exercices qui vont porter alors ça peut être très surprenant, mais qui vont porter de plus en plus sur la lutte. Parce que moi, comme j'ai dit, j'entraîne des petits enfants, du 16e de Paris. C'est pas Faut des gars qui durcir. sont faut les durcir. Ah exactement là, faut les durcir, faut leur apprendre, à aller dans l'art. Ah oui, tu vas prendre des coups parce que le basket, ça reste un sport de contact. Oui, tu vas Mmh, prendre des coups, oui, on va te pousser, oui, on va ci, on va ça, mais il faut que tu restes dur, faut que tu saches déjà, toi, être solide, savoir encaisser et heu et même mentalement te dire: «Oui, je prends des coups, mais il faut que je reste focus dans ce que je mmh. fais et pas me disperser». Donc j'essaye de plus en plus mettre des aspects, voilà, de lutte, de combativité, dans mes entraînements et notamment mes échauffements, ouais. D'accord, OK, très bien. Intéressant, parce qu'on sous-estime, cet aspect-là, hein, l'aspect physique au basket, on se rend pas compte en fait, les allers-retours, le cardio qu'il faut, plus, les contacts comme tu viens de le dire, c'est extrêmement Ouais, dur. ouais, Ouais. surtout à cet âge-là où la plupart sont en pleine croissance en plus, ils maîtrisent Mmh. pas forcément leur corps. Donc ouais, à cet âge-là, il peut avoir des trucs, vraiment compliqués, qui paraissent logiques, pour nous qui sommes des grands adultes, mais qui à leur âge, avec leur nouveau corps, c'est compliqué. Et ça arrive d'avoir des gros écarts de développement physique, dans ta catégorie Ouais, ou ouais, c'est ouais, bien pas sûr. Bien sûr, d'accord. bien sûr. Ah oui, il y a vraiment, encore une fois, hein, qu'en U11, j'ai joué contre des gars, qui sont plus grands que moi. Alors que je suis un bon, je suis pas grande taille, mais Mmh, le U11, il me dépasse et le plus atroce dans ces catégories-là, c'est chez les filles. Parce que les filles ont une puberté beaucoup plus tôt que les garçons mmh. et pareil, on arrive en U11, en U13 avec des filles, mais qui sont immenses! Ils sont immenses parfois. J'ai même déjà vu des U13 filles de 1,80 m ah ouais, mais on se rend pas compte, mais sachant que de nos jours, le basket est à son prime de popularité. Donc Mmh. en fait, avant où l j'ai même pas parlé des enfants, les parents eux-mêmes, se disaient pas: «Ah ouais, je vais mettre mon enfant au basket». Il y avait et tu si on prend, il y a 15 ans par exemple, les enfants ils allaient faire du foot, du tennis, du judo, parfois même du rugby. Le basket était loin d'être un sport aussi populaire, en Mmh. France. Donc maintenant que le basket est un sport populaire, notamment grâce à des athlètes, bah, comme Wemby, comme Dominique Malonga, comme Marine Johannes, comme Evan Fournier aussi qui a eu quand même une grosse influence sur, cette génération. Les petits d'aujourd'hui, bah, par exemple moi mes petits, ils surkiffent Nadji Riffi, Ouais, bah, oui. Ouais, bah puis bah, l'aspect voilà. Paris Basket aussi, ça a Bah, bien apporté une sûr, grosse bah, hype aussi, ouais. évidemment, Paris Mmh. Basket, ça a apporté énormément de popularité aussi au basket, en Île-de-France. Donc ouais, on voit, vraiment des prototypes et sans mentir et sachant qu'en plus, il y a un club à Paris qui s'appelle le CSP 19 qui est, réputé pour être vraiment très, 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 très bon formateur, notamment des grands gabarits. Si je dis pas de bêtises, j'ai oublié qui vient de CSP19 qui est en NBA actuellement, je crois que c'est Mo Diawara, je crois, si je dis pas de bêtises, qui vient de CSP19. Bref, il y a pas mal de basketteurs et de basketteuses aussi qui viennent de Paris 18, Paris 19, ces coins-là et CSP19 avec une coach, que je salue qui s'appelle Marine, qui est une coach géniale pour les enfants. Moi je sais très bien que quand je vais jouer CSP19, je serais pas étonné que dans 10 ans, tu me dis: «Ah, tu te rappelles lui là qui t'a mis, 40 points? Ben il est en NBA maintenant». Ah ouais, Mmh. je m'y attendais. Parce que c'est des petits qui sont, tellement forts athlétiquement et surtout dans la coordination que lui, il va dominer, dans les catégories jeunes, tant qu'il continuera à travailler. Je fais aussi encore un parallèle, foot Vas-y, basket. avec plaisir. On sait qu'au foot, l'Île-de-France, c'est un peu Le là visier. où tout se passe. Mmh, bien sûr. Est-ce que en basket, on est sur la même chose ou non? Enfin, de ma petite connaissance, c'est un peu plus dissipé, tu peux avoir un peu le Béarn, tu peux avoir Limoges qui sont des et l'Asvel qui sont un peu des gros mais est-ce que les joueurs de formation, ils viennent plus d'Île-de-France et que c'est un Ouais, gros, quand même. réservoir? Ouais, ouais, quand même, parce que, bah, Île-de-France, bah, ne serait-ce que, naturellement, c'est la plus grosse région française en termes Mmh. d'habitants. En termes d'infrastructures, c'est également, d'une richesse, incroyable. En termes également, d'argent, parce qu'il faut quand même de l'argent pour, développer les clubs et cetera.
Donc il y a des clubs qui sont en capacité, mon club par exemple, m'a engagé en tant que coach à temps plein et sous contrat. Ce que D'accord. mon club à Marseille n'aurait jamais pu faire. Et donc ouais, il y a énormément de richesses, peu importe la forme de la richesse en Île-de-France. Donc oui, franchement oui, le vivier, Île-de-France est immense. Cependant, c'est quand même un type de formation qui reste très stéréotypé à mon sens en Île-de-France, où, on va beaucoup cibler les athlètes avant de Mmh. cibler, d'autres gars. Je prends un exemple tout bête, Mathieu Strazel qui est aujourd'hui, le meneur de l'équipe de France, meneur de Monaco aussi. C'est un jeune qui est enfin aujourd'hui il a 22 ans je crois. Quand il était jeune, il jouait dans le 7-7. Il n'a jamais été identifié comme un joueur à haut potentiel parce que c'est pas l'athlète, que les gens, Mmh. voulaient à cette époque-là. Mais après oui, l'Île-de-France est une très grosse région, mais il y a aussi le Nord qui est une superbe région de basket, qui vit basket pour le coup, une vraie culture basket, et la région, lyonnaise qui est également une très, très bonne, région basket. Et dernière question sur, on va dire le rayon basket francophone. Mmh. Comment on fait quand on est à Marseille et qu'on veut jouer au basket? Est-ce qu'on se regarde, en bizarre ou Heu, ou pas? alors déjà, franchement, si tu prends il y a 10 ans. Et déjà, le basket marseillais reste quand même assez pauvre, je vais pas faire l'éloge, de ce qui n'existe Mmh. pas. Mais si tu prends il y a 10 ans, il y a quand même une énorme, énorme, énorme progression. Déjà, on arrive à mettre des joueurs en pro. Ça D'accord. déjà, c'est quelque chose qui arrivait quasiment jamais avant à Marseille. Aujourd'hui, un mec comme Ilias Kamardine, qui avait été MVP, de l'Euro U20, il y a pas si longtemps que ça, qui aujourd'hui joue en NCAA, qui a fait les beaux jours, de Vichy et de Dijon, en Betclic et en Betclic Elite 2 récemment. Voilà, c'est un mec qui sort de Marseille. Un mec également comme Kylian Michy, qui est une bonne connaissance à moi, qui a été formé, dès ses 13 ans. Il a été repéré par le Real alors qu'il joue à Marseille, Ah ouais. qui a été formé à Madrid, qui là, finit sa formation à Monaco, qui est le plus gros club français à l'heure d'aujourd'hui. Ah, c'est quand même des petites victoires pour le basket marseillais. Après oui, heu, là où on est extrêmement en retard, à Marseille, en termes d'infrastructure. Je vais dire un truc, assez triste quand même, je trouve, à mon sens. Moi, je viens d'un quartier, très, 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 très difficile et très pauvre à Marseille. La seule chose à faire qu'il y avait dans mon quartier, c'était le terrain de foot, le terrain de basket. Donc moi, je passais ma vie au terrain de basket. Genre dès que j'étais pas en cours, j'étais soit chez moi, Basket. soit au terrain de basket. Donc voilà, moi j'estime que ce terrain de basket a quand même évité à beaucoup de personnes de faire d'autres bêtises finalement. Mmh. Ce terrain de basket-là, il a été détruit pour faire un parking. Donc Voilà la priorité. bah, oui, mais c'est très triste, et bon, c'est quand même très, spécial et très à l'image de Marseille pour le coup. Marseille est une ville, terriblement gérée, ça c'est un autre sujet, mais bon, Mmh. voilà. Mais non, oui, le basket à Marseille, c'est très pauvre, mais la volonté est de développer. Heu, il y a des choses qui vont se faire à Marseille. Moi, j'ai eu de bons échos, par rapport à des choses qui vont se mettre en place là-bas, et je pense que d'ici, ouais, une quinzaine d'années, peut-être 10, 15 ans, le basket marseillais n'aura pas la place, de loser qu'il a aujourd'hui. D'accord. Très bien. Maintenant, on va passer, de l'autre côté de l'Atlantique et une partie de ta passion. Toi, au niveau basket, la franchise que tu supportes et pourquoi cette franchise et pas une autre? Alors, ma franchise, c'est les Detroit Pistons. Parce que dans l'identité, les valeurs de la franchise, qui est l'humilité, le travail, nous avant moi, voilà, la solidarité, la dureté, c'est pile dans quoi je me retrouve, et les valeurs que j'essaye de véhiculer, même pas juste au basket, mais tous les jours, voilà. Les Pistons, c'est une franchise qui a jamais misé sur un joueur, mais qui a toujours misé sur un collectif. Et ça a porté ses fruits 3 fois avec 3 titres. C'est une majeure historique de la NBA, qui a toujours, su rester dans ses valeurs, et moi, c'est quelque chose auquel je suis très sensible, et donc voilà, donc quand je commence à suivre la NBA, en 2008, donc j'avais 8 ans, je commence un peu à m'enseigner un peu sur tout, et dès que je commence à être un peu plus mature dans ma tête, forcément la franchise des Pistons me fait directement effet, et je m'y attache directement.
Et en 2008, il y avait qui comme joueur dans l'équipe quand tu commences à raccrocher le wagon? En 2008, bah, c'est pile la fin du prime des Pistons, des années 2000. Il faut savoir que les Pistons, ils ont dominé les années 2000, à l'Est et bon, là, c'était, bah, Billups, il venait de partir à Denver, Wallace, je crois, il faisait son deuxième run avec nous, donc voilà, c'est pas pile cette période-là, c'est à cette période-là que j'ai connu les Pistons. Moi, j'ai connu, la NBA avec Kobe Bryant. D'accord. Mais après en renseignant quand bah, du coup, dès que j'ai commencé à capter ce que c'était l'NBA, je suis sur YouTube, j'ai mis, NBA highlight et après, je voyais tel joueur, je faisais tel joueur mon joueur préféré quand j'étais petit, c'était Derrick Rose et Carmelo Anthony, bah, parce que j'avais vu sur YouTube, tu as 9 ans, tu vas sur YouTube, tu mets, Carmelo Anthony, basket et tu tombes sur des vidéos de foot, tu fais: «Mais c'est quoi ce sport de fou?» Donc non, Mmh. après c'est 2008, c'est beaucoup cette période-là et après, en grandissant vers, 2014, 2013, ces eaux-là, c'est là où je me suis vraiment renseigné sur les Pistons et j'ai vraiment, kiffé, ce qu'ils représentaient. Et à l'inverse, l'équipe, on va dire, ta hate, entre guillemets, l'équipe que tu détestes plus que tout au sein des franchises? Je dirais, il y en a 2 quand même, qui ressortent, récemment. Il y a les Hornets, parce que je trouve que c'était vraiment à l'opposé total de ce que moi j'imagine du basket, à savoir le travail, être Mmh. collectif, défendre dur, enfin jouer des 2 côtés du terrain, ne pas faire le fanfaron pour rien, voilà, ne pas se la péter, voilà, être humble quoi et je trouve qu'actuellement les Hornets, c'est vraiment, puis même en termes de valeurs humaines, c'est pas Ouais, forcément ce que j'aime, le plus également, et après, mais bon, les Hornets, ça fait quand même quelques années et après, récemment, il y a le Magic de Orlando parce que c'est rempli de joueurs qui jouent, avec des coups très vicieux, qui vont jusqu'à blesser leurs adversaires, d'accord. qui pareil, manquent un peu d'humilité, pour ma part et ça c'est des choses que je déteste, totalement. Pourtant, les Détroits, si tu remontes un peu dans le DeLorean, en termes de Alors totalement, je me permets, hein. mais en fait, je vais te dire la différence, c'est que en fait, les Pistons, quand ils voulaient faire mal, ils passaient pas par 4 chemins, ils disaient: «On est C'était là pour affiché, on est ouais. là pour te cogner mon pote. On est là pour te cogner et tu vas faire avec» et ils disaient: «OK, vas-y, on t'a cogné, on prend nos fautes, vas-y, pas de souci, mais on va te cogner mon pote». Au moins, c'est assumé, c'est affiché. Alors que les autres équipes, c'est beaucoup plus vicieux, c'est voilà, c'est bou pas bah, c'est pas du tout exemplaire ce que je vais dire, hein, mais les Pistons quand ils voulaient se battre, c'est: «Ah, tu veux te battre? Allez, vas-y, on se bat» et il Oui, y avait pas de bah, les autres équipes, c'est, beaucoup, bah, j'aboie, j'aboie, mais finalement, quand le danger est là, beh: «Ah non personne, mec, plus personne. c'est un Non, sport, non. on rigole quand même, oh attention». Mmh. Ah non, ah non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça fait un peu les footeux, quoi. Ça se pousse, mais il y a Ouais, rien, c'est voilà. ça qu'on un peu c'est un peu ça, hein. Moi, je suis un mec, je suis un mec vraiment pacifique. Par contre, Mmh. si tu veux qu'on se tape, on se tape, hein, mais me dis On pas, y on se va, ouais. tape si après, tu commences à Mmh. reculer, hein. Donc voilà, c'est ça, en fait. Très bien. Toujours, niveau, basket historique et un peu, pour nous présenter un peu «ton basket» entre guillemets. Mmh. Bon, l'exercice, il est pas simple. Ton 5 majeur all time. Ça dépend. Est-ce que je dois dire les 5 joueurs que je trouve les plus forts à leur poste ou alors mes 5 joueurs préférés, all time? On va pas faire un truc, cohérent, un OK, truc, du vraiment cœur mes en fait, chouchous, hein. quoi, mais OK, Voilà, du c'est ça. cœur. Alors en meneur, je mettrais quand même Allen Iverson. OK, En arrière, heu je pense que je mettrais Kobe Bryant. En 3 je mettrais LeBron James. Non, en Carmelo Anthony en 3, LeBron James en 4. Non, je suis un OK. fou en meneur d'Eric Rose, pardon, désolé. Ouais, mais c'est pour Putain, ça, je me suis dit: «Attends, ouais, il a mais c'est oublié le» évident. Mais non, bah oui, mais c'est évident en plus. Ah ouais, je suis bête. Donc attends, je refais. En meneur d'Eric Rose, en arrière Kobe Bryant, en ailier Carmelo Anthony, en 4 LeBron James et en 5 Ben Wallace. Ah, Ben Wallace, c'est the beast. Ah, mon gars. Très bien. Et maintenant, si on est juste, on va dire, plus contemporain et saison 25-26, pareil, le même exercice, un 5 majeur 25-26. Alors de mes petits chouchous, je mettrais Kate Cunningham, Jalen Brunson sur les postes, de meneur.
C'est vraiment des les 2 gars pour lesquels je me lève la nuit, vraiment, Mmh. je les adore. En poste 3, mmh, on va garder mon petit LeBron James quand même parce que ça reste le GOAT à mon sens, le plus grand de l'histoire, donc on va garder mon petit LeBron James. En 4, c'est compliqué en vrai, hein, parce qu'il y a plus tellement de joueurs auxquels je m'attache tellement comme ça. En 4, ouais, quand même, ouais, Mikal Bridges que j'aime beaucoup. Pareil aux Knicks, Mikal Bridges est un joueur que j'aime beaucoup, beaucoup dans son profil, dans son sens à au sacrifice, on va dire, pour l'équipe. Et en pivot, Isaiah Stewart des Pistons. D'accord, OK, très bien. Et petit prono pardon, pour, la saison, à venir. On va commencer, gentiment. Coach of the year, Coach of the year, celui des Spurs, je pense. J'ai oublié ouais. son nom, mais je pense que celui des Spurs, va être pas mal parce que les Spurs, je pense, vont faire une très grande saison. Le petit discours qu'il a fait au temps mort, je pense que ça Ouais, il était vraiment très comment bien, ouais. pas Il était mal. vraiment très bien. Pour le coup, il était vraiment super, ouais. Deepoy, Wemby. OK. Rookie, Dylan Harper. d'accord. On va passer maintenant, on va le refaire un peu dans l'autre ordre. Ton champion. Alors mon champion, ouais, je pense quand même le back to back, du Thunder quand même. Ah, tu sens le Ouais, back-to-back? ouais, je pense le back to back. Honnêtement, je vois que 2 équipes, pour les faire chier un peu cette saison. Ça serait les Nuggets qui pour le coup ont fait une un très, très bon été et ont Mmh, l'air pas mal pour repartis pour revenir, sur les premiers plans. Et déjà que l'année dernière, malgré un effectif assez bancal, ils ont réussi à tenir, le Thunder en 7 matchs. Lou Dort avait d'ailleurs dit que c'est la seule équipe qui les a vraiment ouais. inquiétés pendant tout le run. Et après à l'Est, je pense que les Knicks, ça peut être un match-up très intéressant, et où ça va être peut-être le match-up le plus compliqué de l'Est, pour le Thunder, mais je pense quand même voir, OKC, devant. OK. MVP saison régulière et MVP finals. Alors MVP saison régulière, s je pense que si les Spurs font un top 4, Wemby sera MVP. Ah, tu penses Si dès aussitôt, il prend le Je pense que déjà il a une énorme hype média autour de lui. mmh, Et en NBA, ça joue énormément, du moment où tu as, comment dire? L'opinion publique et les médias avec toi, ça joue énormément, dans ton capital sympathie et donc ton capital, pour les winnings, pour les trophées individuels. Mais je pense surtout qu'en fait, le gars va me sortir une saison, mais de fou malade. de fou malade. Vraiment, je le vois jouer et je me dis: «Il progresse» et même, tu vois, on va peut-être me prendre pour un fou, mais je serais même pas étonné qu'il soit MIP également. Ah oui, genre tu Ouais, penses qu'il va faire la grosse moisson cette saison, mais vu l'année dernière, il était déjà stratosphérique, mais déjà, il était beaucoup, irrégulier au niveau du tir et sa sélection de tir était catastrophique. Là, mmh. c'est que 3 matchs, hein, donc on tend, Oui, oui, oui. c'est juste là, il a le mojo et voilà. Mais déjà, sa sélection de tir, sur les 3 premiers matchs est nettement supérieure nettement meilleure, pardon, à ce qu'il nous avait proposé et son apport défensif est tellement immense et incomparable que ça aussi, ça va jouer énormément de points dans la course au MVP. Et pour ta franchise, qu'est-ce qu'une saison réussie? Je pense qu'être, top 4 de l'Est, c'est déjà en saison régulière, c'est un objectif qu'on peut remplir et qui serait vraiment très agréable à remplir et après, passer un premier tour de play-off quand même, parce que l'année dernière, on finit en 4-2 contre les Knicks, sachant on se fait voler par arbitrage et vraiment, c'est même pas pour être chauvin, mais allez voir les Mmh, matchs et je vous jure, c'est du vol, total en 4K genre. Donc je pense que si on passe un tour de play-off, ça sera une belle réussite et bien gratifiant pour ce groupe qui continue à grandir et à grandir. très bien. Et maintenant, on revient un peu sur le coaching. Quel Mmh. conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le coaching, peu importe la discipline? Voilà. Vous allez vous tromper, on se trompe tous. Mmh, Avec, 1 jour ou 100 ans d'expérience, on se trompe tous. Donc n'ayez vraiment pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur d'apprendre. Dans tous les cas, si vous commencez le coaching, vous le commencez aujourd'hui,
5 ans plus tard, vous direz: «Ah mais j'étais vraiment aussi nul à mes débuts» et 5 ans après, vous vous direz: «Mais j'étais vraiment aussi nul il y a 5 ans?» parce que Mmh. voilà, c'est surtout quand on commence tôt, le coaching, c'est une chance de commencer tôt parce qu'on a énormément de temps pour apprendre, évoluer, comprendre les choses et voilà, c'est un chemin où on fait que évoluer. Du moment où on a la bonne attitude, la bonne envie, les bonnes motivations. Si vous voulez coacher juste pour vous dire, «Je veux tout gagner et je veux être le meilleur coach du monde», voilà quoi, c'est pas les bonnes Compliqué. motivations. C'est compliqué, on commence pas par ça. On commence par entraîner, des U13, des parts et à se lever le dimanche à 9 heures du matin et c'est comme ça, on commence tous comme ça et voilà, il faut y aller, il faut avoir confiance en soi, ne pas avoir peur de rater, mais surtout, être ouvert à l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont passer dans ton chemin, que ce soit des joueurs, des autres coachs, des dirigeants, des parents. Ils vont tous avoir des remarques à faire, sur toi. Prends celle que tu estimes bonne, ne sois pas fermé à la critique. De toute Mmh. façon, dans tous les sports du monde, tous les sports collectifs, pardon, du monde, le premier à se faire critiquer, c'est le coach. Le premier à se faire virer d'une équipe, c'est le coach. Dans tous les cas, le premier qui va manger pour tout le monde, c'est le coach. Donc, accepte ça, prends ce qui est positif à prendre pour toi, pour évoluer et lance-toi, hein. Nickel. Bon, bah, parfait. Et maintenant, on va bientôt arriver aux questions rituelles du podcast. Euh, Enzo, tes futurs projets et où on peut te retrouver. On sait qu'on te retrouve sur X, feu Twitter. Et on Fais l'avait Twitter. dit, on l'avait mentionné tout à l'heure. Donc, n'hésite pas à rebalancer ton hâte et tes LogDinFR. projets. Alors, on peut me retrouver sur LogDinFR, sur, Twitter. Moi, j'appelle toujours Twitter. Donc, LogDinFR, sur Twitter, pour, des live tweets, endiablés et des blagues par-ci par-là. Et dans mes projets, je pense que si on pour rester sur les réseaux, j'avais un podcast il y a 2 ans et j'avais vraiment kiffé le faire, donc je pense que je vais me relancer un peu dedans, essayer de me dégager du temps dans l'emploi du temps, et surtout, trouver, je veux pas juste à faire un podcast pour faire un podcast, je veux pas, Hmm. il y a déjà des gars qui sont super, qui font des podcasts super, Benjamin Moubèche, Guillaume, Bienfo, voilà des gars comme ça qui font des super podcasts, allez les écouter. Ah voilà, moi si je fais quelque chose, c'est pour avoir une plus-value, pas juste refaire ce que les gens font déjà très bien et que je ne pourrai jamais faire mieux qu'eux pour le coup. Mais voilà, me relancer un peu dans le podcast parce que j'ai envie de partager, j'ai envie de parler, j'ai envie de juste, voilà, partager comme j'ai dit. Et après sinon dans le coaching, toujours monter, petit à petit les échelons au bon rythme, pour, jusqu'à arriver, là où je dois être, hein, tout simplement. Très bien. Bah, on va te souhaiter le meilleur hein, et une belle saison Et pour ben toi merci et ton bien. équipe. Et au niveau des recommandations livres, enfin, moi j'ai l'habitude de toujours poser deux questions à la fin de Mmh. chaque entretien. Trois recommandations de livres de sport. Et Mmh. la seconde, c'est quel journaliste ou chroniqueur tu souhaiterais entendre dans ce podcast et nous Alors expliquer pourquoi. alors mes recommandations littérature, déjà il y a le livre pardon, Les Beatles Ah, il est pas mal. ouais, qui a été écrit par Nicolas de Crush Talk, qui Mhm. raconte, l'assemblage comment, la super team, de Miami, donc avec Wade, Bosh, LeBron, Ray Allen, a été assemblée, donc un peu les travers de l'histoire et un peu et également les insights sur leur run, de titres. Donc très bon livre, que j'avais lu dès qu'il était sorti. Il y a les livres Ah ouais, Rivers de Rivers Magazine. c'est des pépites. Mais avec les illustrations, les et pour le coup, il y a énormément de numéros et il y en a pour tous les goûts. Donc ouais, les livres, les collections Rivers sont vraiment magnifiques et très, très bien écrits pour le coup, allez soutenir Rivers Magazine parce que c'est vraiment des super bons gars et des vrais passionnés qui écrivent super bien. Gros SO à mon gars, Benjamin Moubèche qui est le GOAT de notre génération et qui fait un taf super lui aussi avec Rivers et ailleurs. Et donc voilà et après en troisième e et beh, tout bêtement, voilà, c'est Olivier Tom. Parce que, Olivier Tom, quoi qu'on en dise, quand tu es enfant, tu lis ça, c'est une source de motivation et d'inspiration incroyable. Moi, je sais, bah, quand j'étais petit, je lisais Olivier Tom, ça m'a motivé
6 ans, mais je ne voyais que l'entraînement, je voulais que m'entraîner tout le temps, me dépasser, donner le meilleur de moi et de ça et ouais, je pense que, tu fais lire Oli regarder Olivier Tom à un enfant, mais il ressort plein de motivation et de bonne volonté. Et tu faisais aussi des catapultes et tout sur le bitume Waouh, on ou... faisait dans les cours de récré, tir de la feuille morte, tir du Joga, c'est tout y passait, hein, tout y passait. On essaie tous de tout refaire, jusqu'à on a essayé de faire la catapulte des frères d'Éric évidemment, hein, enfin, tous les enfants qui ont regardé Olivier Tom ont essayé d'en faire la catapulte. Je me rappelle, on montait même sur les barres des on avait vu Ben Harper monter sur la barre transversale. Il y a aucun sens, hein, mais on le faisait. On se dit: «Ouais, vas-y Ben Harper, il y a aucun sens, hein, mais on l'a fait». Ah là, cette insouciance, c'est pas mal. Et du coup, si... Je vous laisse à inviter Ouais, quoi c'est ce ça. podcast. J'ai cité Benjamin Moubèche, qui est du coup à Rivers. Je te citerai un ami à moi qui est journaliste et qui pour le coup peut grandement t'intéresser parce qu'il est, journaliste, foot, spécialisé dans le PSG et dans le championnat italien, mais aussi un très, 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 très grand passionné, de basket, ultra fan des Pistons comme moi. C'est mon ami Valentin Fayette qui travaille à Foot Mercato, Ok, que je te conseillerais d'inviter parce que pour le coup, très intéressant, comme personne avec qui discuter, très cultivé et qui sait rendre intéressant, ce dont tu parles. Donc je te conseillerais, Valentin Fayette de Foot Mercato. super. Ben, merci beaucoup. On note précieusement ces deux noms, puis on va tenter notre chance. Et voilà. Et encore une fois, un grand merci Enzo pour le temps que tu nous as Eh consacré. ben merci à toi. Et puis pour le discours que tu portes et les valeurs que tu transmets aux personnes autour de toi. Elles sont rares aujourd'hui, malheureusement, mais ça fait du bien et c'est réconfortant d'avoir une personne qui les porte et qui les transmet. Eh ben merci à toi, ça me touche beaucoup.